Aujourd'hui, nous allons classer les entreprises les plus puissantes du monde. Ce sont des entreprises capables de changer les gouvernements, les institutions et même le monde physique. C'est un pouvoir vraiment enraciné. Meta est la première sur la liste. Autrefois connue sous le nom de Facebook, elle possède Instagram, WhatsApp, un ensemble des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, et simplement en étant effectivement la plus grande entreprise de médias au monde. Il y a beaucoup de pouvoir là-bas, mais comme on l'a vu le 6 janvier, émeute ou insurrection, selon le terme choisi. Aux États-Unis, ils ont coupé la capacité d'un président américain en exercice à communiquer. Je ne fais pas une analyse de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Je dis simplement que cette entreprise a pu dire « Vous savez quoi ? Votre capacité à agir. » La communication de masse est interrompue. Imaginez son contraire. À la télévision, si le président veut faire une diffusion qui prend le contrôle de tous les câbles, de toutes les chaînes de télévision générales, il peut le faire. Ici, une entreprise de médias sociaux affirmait que vous ne pouviez pas communiquer. C'est pourquoi vous les classez au niveau S, un pouvoir jamais atteint par aucune entreprise auparavant. La prochaine entreprise que nous allons classer est l'une des plus grandes d'Europe, Volkswagen. Il possède énormément de marques, Lamborghini, Audi, Bentley, Porsche, Volkswagen, et un chiffre d'affaires de 293 milliards. Ce qu'il faut comprendre avec cette entreprise, c'est qu'il existe d'autres très grands constructeurs automobiles, mais aucun n'a une telle prééminence sur le marché européen à un degré aussi impressionnant. Quand l'Union européenne élabore des politiques du travail, quand elle décide d'imposer une taxe sur les véhicules électriques venant de Chine, vous savez qu'il y a une place à la table qui a une influence énorme sur les conditions de ces politiques. Volkswagen emploie tellement de personnes, ils sont bien plus grands et bien plus importants que n'importe quel autre constructeur automobile. Vraiment beaucoup d'autres entreprises manufacturières dans toute l'Europe, donc ils ont une influence énorme. Nous les placerons au niveau B. Nous avons une autre entreprise automobile ensuite, Toyota, encore l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde, avec un chiffre d'affaires de 280 milliards, plus grand que les deux prochaines entreprises automobiles au Japon, Mitsubishi et Honda réunis. Vous savez donc qu'ils occupent une place similaire à la table au Japon. Le Japon est plus petit que l'Union européenne, et Toyota a aussi beaucoup d'usines, notamment aux États-Unis. Et donc vous pourriez dire, eh bien alors, ils peuvent influencer la politique américaine, eh bien en quelque sorte. Cependant, c'est une entreprise japonaise qui doit encore rivaliser pour s'imposer face à Ford, General Motors et d'autres constructeurs américains. De ce point de vue, nous les plaçons seulement au niveau C. Aucune entreprise ne représente une part plus importante du produit intérieur brut d'un pays que Samsung. C'est une part stupéfiante de l'économie sud-coréenne, et vous les connaissez peut-être comme fabricants de téléphones portables, mais ils sont aussi l'une des plus grandes entreprises de fabrication de semi-conducteurs. Ils vendent énormément d'équipements militaires, chars, obusiers, automoteurs, moteurs à réaction. C'est un conglomérat immense, l'un des seuls concurrents sérieux d'une entreprise comme Apple. On peut penser que cette vidéo sera bien classée plus tard, on la laisse en niveau B. Un autre type spécifique d'entreprise géographique est le groupe Tata. Ils sont énormes en Inde. Tout Indien qui regarde cette vidéo se dit « Oh là là, le groupe Tata ». Ils sponsorisent de la ligue de cricket, sont présents dans presque toutes les entreprises que je connais, mais leur influence reste limitée hors des États-Unis. Nous avons aussi fait une vidéo sur leur rachat de marques britanniques. Ils ne font pas vraiment bouger les choses sur d'autres marchés en dehors de l'Inde, donc nous les plaçons au niveau E simplement à cause de la taille relativement plus petite de l'économie indienne pour l'instant. Mais c'est une entreprise qui, dans 10 ou 15 ans, pourrait se retrouver dans une catégorie complètement différente. Si on refait cette vidéo et que je suis encore là, on classera ExxonMobil, une grande entreprise pétrolière et gazière. Le Guyana a récemment découvert d'importants gisements pétroliers offshore, incitant le Venezuela à envisager de revendiquer une partie de son territoire. Et c'est ExxonMobil qui est fortement impliqué dans l'extraction de ce pétrole et la création des sources de revenus. Cela pourrait transformer le Guyana et faire de la région un futur point chaud géopolitique dès fin 2024. La seule raison pour laquelle on ne placerait pas ExxonMobil au niveau S, c'est qu'ils sont dans une certaine mesure contraints par les forces du marché, par la concurrence. Il y a bien d'autres compagnies pétrolières et gazières très puissantes, mais elles vendent tout de même quelque chose. Le pétrole n'est pas parfaitement fongible. Il existe différentes variétés de pétrole qui sortent du sol et différentes solutions de raffinage et de traitement dans lesquelles nous n'allons pas entrer. Dans cette vidéo, ils prennent aussi le contrôle du conseil d'administration pour imposer un agenda écologique ou environnemental, social et de gouvernance. Être appliqué à ExxonMobil, spécialisé dans le pétrole et le gaz naturel. Nous les mettons pour l'instant en catégorie A.
Vous pouvez voir comment un récit peut réellement prendre le dessus et potentiellement influencer une entreprise comme ExxonMobil, ce que vous ne voyez pas forcément dans notre prochaine entreprise. Saudi Aramco, aussi appelée Saudi Ramco, est l'entreprise géante dont tout le monde parle. En réalité, Nvidia, Apple ou Alphabet ont la plus grande capitalisation boursière, mais c'est faux, car Saudi Ramco est plus rentable que ces entreprises technologiques. Et donc, quand tu penses à cette entreprise et au fait qu'ils sont aussi à la tête de quelque chose comme l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus, ils peuvent ainsi réellement influencer l'offre mondiale de pétrole. On dit que si les gens cessent d'utiliser du pétrole, des régions comme le Moyen-Orient seront ruinées. Le cadre que je vous inviterai à considérer, c'est que si tout le monde décide qu'il ne veut plus de pétrole, le prix du pétrole va s'effondrer. Et quelques acteurs restants vont quand même engloutir tout ce pétrole pour alimenter leurs chars, leurs navires, leurs voitures, leur industrialisation et leur croissance. Ces entités deviendront très puissantes grâce au prix très bas du pétrole. Toute cette théorie du jeu disant que dans 10 ans, plus personne n'utilisera de pétrole est absurde tant qu'il sera en vente. Saudi Ramco a un énorme avantage parce que leur prix de revient pour extraire ce pétrole du sol est d'environ 3 à 5. Par exemple, dans les sables bitumineux du Canada, c'est plutôt 50 ou 60. Même si les prix du pétrole chutent, Saudi Ramco s'en accommode. Toutes les autres compagnies et acteurs sont vraiment dans la merde. ExxonMobil n'est pas nécessairement en catégorie S pour une autre raison. Il y a maintenant une autre compagnie pétrolière que les gens connaissent beaucoup moins, et c'est Koch Industries. Koch Industries est très présente dans le secteur du pétrole et du gaz. Ils produisent divers articles en plastique comme des moquettes teintées et des jets. Des carburants, engrais, matériel médical et tissus proviennent des produits pétroliers extraits du sol. Ils financent entièrement plusieurs groupes de réflexion, ce qui leur permet d'élaborer des politiques grâce à cette influence avec très peu de contraintes. Ils ignorent tout cela. Ils ont, vous savez, été essentiellement exposés pour avoir évité toutes sortes d'impôts en utilisant des banques au Luxembourg et en profitant des failles fiscales là-bas. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de freins et contrepoids à leur pouvoir et à leur capacité de faire avancer leur agenda politique. Quand on réfléchit à ce qu'est le pouvoir, vous avez plus de 125 milliards de revenus par an, 120 000 employés et ils ont une influence énorme sur l'économie. On les place au même niveau que Koch, mais une entreprise bien plus petite doit être mise au niveau E. Et c'est News Corporation qui appartient à Murdoch et possède des entités comme Fox News. Grâce à leur narration, aux facteurs médiatiques et à leur possession de l'une des rares chaînes de diffusion aux États-Unis, qu'une personne, comme un candidat à la présidence, s'inquiéterait de chercher à s'attirer les faveurs des Murdoch. En raison de leur influence, c'est une forme de pouvoir qui leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent grâce à cette influence. Évoquer d'autres entreprises misant plus sur l'influence que sur la force économique brute. Ce sont deux formes de pouvoir, dur et doux, sur lesquelles nous voulons réfléchir en élaborant cette liste de niveaux. À l'autre extrémité du spectre, nous avons John Pierpont Morgan Chase. C'est la plus grande banque des États-Unis, mais ce n'est pas la plus grande banque du monde. Plusieurs banques en Chine, comme la banque industrielle et commerciale, la banque agricole et la banque de construction, sont en réalité plus grandes en taille totale. Toutes ces banques sont techniquement plus grandes que John Pierpont Morgan Chase, mais elles ne sont pas du tout aussi indépendantes. Mais John Pierpont Morgan Chase est vraiment plutôt l'inverse, surtout quand on parle d'un secteur aussi réglementé que la banque. En tant que plus grande banque, il profite souvent de la capture réglementaire, car de nombreuses règles leur sont favorables. Quand la politique de la Fed change et que de petites banques font faillite, John Pierpont Morgan Chase les rend floues. Il les rachète pratiquement pour rien. Ils peuvent récupérer les restes de ces entreprises pour eux-mêmes s'ils le souhaitent. Mais ils ne reçoivent pas vraiment d'ordre des décideurs politiques. Oui, vous savez, la Fed va avoir sa propre politique indépendante en ce qui concerne les taux d'intérêt. John Pierpont Morgan va très bien s'en sortir, de toute façon, ce sont toutes les autres banques qui vont être dans de beaux draps. Nous classons John Pierpont Morgan Chase en catégorie A, un cadre pour analyser cette entreprise. John Pierpont Morgan, les banquiers sur place et d'autres grandes banques ont été sollicités par Elon Musk. Lorsqu'il était en train d'acheter Twitter, c'est eux qui ont dû réunir le financement, le capital, pour rendre cette acquisition possible. Si Elon Musk vient vous demander de l'aide, de l'assistance pour quelque chose comme ça, cela en dit long sur le pouvoir qu'ils détiennent. Ensuite, nous avons maintenant la société Walt Disney. Ils possèdent beaucoup d'American Broadcasting Company News, ils ont tous les parcs à thème, ils ont Disney, ainsi qu'une énorme quantité de propriétés intellectuelles. Leur chiffre d'affaires est supérieur, ils détiennent Marvel, Star Wars, etc. Cependant, cette entreprise ne peut pas exercer beaucoup de pouvoir à leur niveau.
Ils ont eu ce conflit en Floride avec Ron DeSantis concernant leur parc à thème et les politiques appliquées. Et si un gouverneur d'un État peut se sentir assez confiant pour vous tenir tête, cela montre en quelque sorte qu'ils ne sont pas vraiment si puissants que ça. American Broadcasting Company News et ses médias influenceront sûrement la culture et feront évoluer les choses. Mais ce n'est pas à la même échelle qu'une entreprise de médias sociaux comme Meta ou Facebook. Nous plaçons Walt Disney en D, puis passons à BlackRock. C'est probablement l'avis le plus controversé de toute la vidéo. Parce qu'il y a énormément de contenu créé par des gens qui ont un cerveau de la taille d'un pois, et ils ne comprennent tout simplement pas comment fonctionnent les actionnaires, les actions et les marchés financiers de base. Ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'il existe cette pieuvre silencieuse et menaçante, une entreprise qui possède en réalité toutes les autres entreprises, et que celles-ci ne sont que des pions dans le jeu. BlackRock est très puissant, mais ils sont loin d'être aussi puissants que ces imbéciles voudraient en vous le faire croire. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, il gère plus de 10 000 milliards d'actifs, et si vous enleviez simplement le nom BlackRock de cette affaire, personne n'accuserait jamais Vanguard ou Fidelity d'être l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Et ces entreprises ont pas 10 000 milliards, mais 2, 3, 4, 5 000 milliards d'actifs sous gestion, et fonctionnent exactement de la même manière. Ils sont les dépositaires ou les fournisseurs de ces fonds indiciels. Donc, si quelqu'un achète le SCP dans son compte retraite, ce qui signifie qu'ils obtiennent essentiellement une part de toutes ces 500 plus grandes entreprises environ, et ils ont en quelque sorte cette petite portion dans leur portefeuille d'investissement. Mais il y a une grande entité qui consolide essentiellement tous ces différents fonds indiciels, et qui détient en fait les actions d'Apple, de Google, de Microsoft et de toutes ces autres entreprises de cet indice. Au nom de ces retraités, ils ne veulent pas tout gérer, ils veulent simplement cet indice de l'ensemble du marché. Et comme ils possèdent tellement de ces actions, ils finissent en fait par contrôler réellement 6, 12, 15 de ces entreprises au total. Et donc ils se voient attribuer un siège au conseil d'administration de ces entreprises. Cela, à lui seul, ne leur permet pas de remplacer un président-directeur général ou de changer radicalement la politique d'une entreprise indépendante. Mais ils gardent une influence générale via ces sièges au conseil d'administration. Ils ne tiennent pas réellement les rênes, comme prendre des décisions, embaucher ou licencier, loin de là. Si cela s'avérait vrai, ce serait un grand scandale. Ils seraient secoués et perdraient des parts de marché au profit de Fidelity, Vanguard ou d'autres. Quand on vous dit qu'une entreprise contrôle tout et est très puissante, ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas une entreprise très influente au sommet. Classez-les en catégorie C. Je trouve cela un peu généreux, mais j'espère que c'est clair pour qu'on avance vers le vrai pouvoir. Nous pouvons parler de SpaceX. SpaceX, la société de fusée d'Elon Musk, est de loin son entreprise la plus importante et la plus puissante. Les gens seront en colère. Tesla n'est même pas sur la liste et n'atteint aucun niveau de puissance globale, contrairement à SpaceX. Cela est illustré par un événement survenu au début de la guerre en Ukraine. SpaceX a été engagé par le gouvernement américain pour fournir un service Internet aux forces ukrainiennes alors qu'elles faisaient face à la Russie. Et Elon Musk, le dirigeant de SpaceX, a pris la décision de ne pas accorder une certaine part d'accès à Internet lors d'une manœuvre d'attaque potentiellement agressive que les forces ukrainiennes prévoyaient. Il y a sûrement de la propagande et de la désinformation dans ce que je dis, mais si tu prends ce cadre, tu comprends. Celui qui a laissé filtrer cette information, probablement du côté occidental des États-Unis, a dit qu'Elon était du genre « Non, je ne vais pas vous permettre d'utiliser mon service Internet par satellite Starlink pour cette attaque ». C'est une puissance incroyable. Si tu considères ces autres entreprises comme Tesla ou Twitter X, c'est vraiment SpaceX qui le protège, comme toute la force du gouvernement américain, parce qu'ils ont besoin de ces lancements de fusées pour la Space Force et d'autres besoins en satellite de l'armée américaine et du gouvernement américain. C'est vraiment l'atout essentiel qu'il ne peut pas perdre, parce que les autres entreprises de fusées n'ont pas prouvé qu'elles pouvaient s'approcher de SpaceX. Efficacité et capacité. Nous plaçons SpaceX tout en haut de l'échelle parce que c'est un levier significatif face à l'armée américaine, comme qui peut vraiment s'opposer à l'armée américaine. Peu d'entreprises peuvent le faire, ce qui nous mène à Nvidia, autre star de la tech, récemment devenue la plus grande capitalisation boursière. Et l'une des choses que nous avons dites au début de cette vidéo, c'est la durabilité de leur pouvoir à l'heure actuelle. En ce moment, les H-Cent et ces autres processeurs de pointe que seule Nvidia peut concevoir sont des produits très recherchés et totalement limités par l'offre.
Et donc Jensen Huang peut regarder les entreprises les plus puissantes du monde et décider « tu en auras tant, tu en auras tant, tu en auras tant, oh, tu ne joues pas avec moi. Je vais le prendre et l'attribuer ailleurs. » Ça, c'est du pouvoir. Si tu peux faire danser les autres plus grandes entreprises du monde, c'est puissant. Les États-nations prennent conscience du pouvoir de l'intelligence artificielle. Ils pensent en termes d'intelligence artificielle souveraine. Leurs centres de données sont-ils sur le territoire national ou dépendent-ils d'un site distant ? Ils pensent aussi à acheter chez Jensen parce que c'est lui qui a les puces les plus avancées, et donc c'est vraiment puissant. Le problème, c'est que si on étudie un tant soit peu l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs, on se rend compte que c'est vraiment une industrie typique de cycle de boom et de récession. Malgré tout ce pouvoir consolidé, énorme et stupéfiant que détient Nvidia en ce moment, il y aura inévitablement un hiver à un moment donné à l'horizon dans 1, 3, 5 ou 7 ans. Je ne peux pas le prédire parfaitement, mais il y aura un mur qui sera atteint avec cette demande à mesure que les événements du marché évolueront. Il y a 5 ans, on associait cette entreprise aux puces de jeux vidéo, puis il y a 3 ans, au minage de crypto-monnaies. L'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, mais les choses finiront par se stabiliser. Nous n'allons pas rester dans la frénésie de l'intelligence artificielle pour le reste de notre vie. Et à ce moment-là, je ne suis pas sûr que Nvidia sera aussi puissant qu'ils le sont actuellement. Nous les laissons au niveau B. Peut-être que je me trompe ou que B semblera trop élevé dans 2 ou 3 ans. L'autre partie de l'équation des semi-conducteurs, c'est TSMC. Ils ont l'usine de fabrication de semi-conducteurs la plus sophistiquée de la planète. Elle est située dans une ville à Taïwan et elle est incroyablement influente. De la même manière, vous savez, ce sont eux qui attribuent la capacité dans leur usine de fabrication à un prix qu'ils déterminent eux-mêmes. Et grâce à leur incroyable sophistication en ingénierie et à leur spécialisation dans cette technologie extrêmement précieuse. Ils peuvent aller au Japon, ils peuvent aller aux États-Unis et négocier d'énormes allègements fiscaux et subventions. Pour construire plus d'usines, diversifier la chaîne d'approvisionnement et obtenir des soutiens dans diverses régions. En réalité, ils sont aussi la raison pour laquelle tout l'appareil occidental, en particulier les États-Unis, s'intéresse à Taïwan, s'en préoccupe comme d'un enjeu géopolitique. Et si quelque chose arrive à Taïwan, cette entreprise est complètement finie, foutue, elle perdra son avance et ne la retrouvera jamais. Les gens ont saisi l'importance des semi-conducteurs. Ils investissent pour construire ces usines ailleurs afin d'éviter qu'elles ne soient proches d'un adversaire géopolitique potentiel. Mais pour l'instant, ils sont au niveau C parce qu'ils ont ce même pouvoir, vous savez, de faiseur de roi, de prise de décision, de contrainte d'approvisionnement, en étant au cœur de l'industrie de la fabrication des semi-conducteurs en ce moment. Donc j'ai tout un tas d'entreprises que nous allons toutes placer dans la catégorie D ici, et je vais simplement les énumérer rapidement. McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, PwC, Goldman Sachs. Comme avec News Corporation, aucune de ces entreprises n'a des revenus extraordinaires en termes de pouvoir dur. Elles ne peuvent pas dépenser plus que d'autres, mais elles excellent ailleurs. D'abord, présenter ces Master of Business Administration comme des atouts auprès des entreprises du monde entier. Mais aussi en construisant ces réseaux d'anciens de McKinsey, Deloitte, Olesan, Bain, Boston Consulting Group, Goldman, et ces personnes se retrouvent réparties dans toutes les grandes institutions, toutes les grandes entreprises. On disait souvent à propos de Goldman que, bien qu'il ne soit pas parmi les 3 plus grandes banques américaines ou mondiales, c'est qu'ils ont énormément de personnes qui, par exemple, travaillent au département du Trésor, ils ont énormément d'influence sur la politique financière des États-Unis. Mais McKinsey a joué un rôle énorme dans la crise des opioïdes aux États-Unis et a payé un règlement de 600 millions de dollars, mais ils aident aussi à prendre toutes ces décisions sur l'emplacement d'une usine, sur qui embaucher. Comme chaque décision stratégique est co-signée par ces différents cabinets de conseil dans les plus grandes entreprises, toutes ces entreprises vont dans la catégorie D. Il est important de les connaître et d'en être conscient. Ce sont des réseaux d'anciens élèves. Ensuite, il y a Alphabet, c'est-à-dire Google, principalement axé sur le moteur de recherche. Ils détiennent un monopole sur les moteurs de recherche avec plus de 80% du marché. L'essentiel à retenir ici, c'est que dans le spectre des entreprises qui détiennent les centres de données et processeurs, pour ne pas être influencé par Nvidia. Pour pouvoir dire non au gouvernement américain, lorsque celui-ci a besoin de capacités d'apprentissage automatique et d'autres capacités d'intelligence artificielle, Google a fait ces 2 choses. Google a repoussé le gouvernement américain pour des services liés à leur armée.
Ils disposent de nombreux TPU, alternatives aux GPU de Nvidia, qui alimentent une grande partie de leur inférence et de leur capacité en intelligence artificielle. Ils n'arrivent pas à organiser leur structure et culture pour en tirer pleinement profit. Mais la puissance latente qu'ils ont, du fait qu'ils ont collecté plus de données que n'importe qui d'autre, qu'ils ont tous ces TPU, vous savez, la plupart des gens dans la tech disent que c'est à Google de perdre la partie. En intelligence artificielle, certaines équipes sont plus petites, agiles et ont des financements variés, mais Google domine clairement. Ils ont le financement, la technologie et les ingénieurs. Il leur reste à tout faire fonctionner parfaitement. Le potentiel est énorme là-bas. En plus du fait que, de la même manière, tu sais, ils peuvent te couper de YouTube, ils peuvent te mettre sur liste noire dans les résultats de recherche, ils peuvent aussi, en quelque sorte, te faire disparaître d'Internet. Ils veulent cela, donc nous les mettons au niveau S. Nous allons maintenant passer à United Health Group, et c'est une entreprise qui a une influence énorme. C'est la plus grande entreprise de soins de santé par chiffre d'affaires. Ils sont les assureurs de soutien pour tous les grands régimes que les grandes entreprises achètent, mais aussi pour Medicaid et Medicare. Ils disposent en fact d'un immense pouvoir de négociation à tous les niveaux, même face au gouvernement des États-Unis. Mais aussi envers chaque hôpital, et ils ont un pouvoir d'achat énorme en raison du nombre de patients qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent pas toujours fixer ou imposer leurs tarifs. C'est une entreprise très influente, comme John Pierpont Morgan Chase, fortement réglementée et, du fait de sa taille, soumise à une forme de capture réglementaire. Où ils peuvent, vous savez, des gens quittent United pour aller travailler au gouvernement et ils peuvent s'assurer que les politiques sont alignés sur leurs besoins et leurs intérêts. Donc nous les mettons au niveau B. Ensuite, nous allons regrouper deux entreprises pharmaceutiques, Pfizer et Johnson & Johnson. Ils ont d'énormes portefeuilles de médicaments brevetés et ils maîtrisent tout le processus avec la Food and Drug Administration pour obtenir leur approbation. Ils ont leur période d'exclusivité, puis ils modifient légèrement le médicament, prolongent cette période d'exclusivité parce qu'ils disposent de la gamme supérieure de médicaments brevetés. Et ils vont toujours faire en sorte que les génériques restent à la traîne. Des marges énormes sur ces médicaments, sur ordonnance. Ils réalisent vraiment des marges énormes sur leurs médicaments phares, ceux qui se vendent le plus, vous savez. Tout le monde prend une statine, tout le monde prend ses autres produits, donc Ozempic maintenant, qui était au Novo Nordisk, mais chacun apporte sa pilule anti-obésité concurrente. L'autre façon dont leur influence est répartie, c'est, vous savez, comme nous avons parlé de l'influence de Fox News, de Walt Disney ou de ces autres sociétés de médias. Ce sont d'énormes acheteurs de publicité télévisée. Et parfois les gens se demandent, mais pourquoi est-ce le cas ? C'est étrange, je n'achète pas vraiment de médicaments, vous savez, c'est mon médecin qui me les prescrit. La force dedans, c'est d'avoir un tel budget publicitaire à investir dans ces émissions télé. Vous savez, il n'y aura jamais de reportage journalistique sur les effets secondaires néfastes de ces médicaments, sur la façon dont, vous savez, les gens se voient en prescrire trop de médicaments alors qu'il existe des solutions alternatives à leurs problèmes de santé. Toutes ces chaînes de télévision et grandes entreprises, c'est donc une forme vraiment intéressante de pouvoir à la fois dur et doux. Par leur portefeuille de brevets, leur lien avec la Food and Drug Administration et l'exclusivité. Ces sociétés pharmaceutiques échouent ou survivent à peine aux essais de la Food and Drug Administration, puis sont rachetées par de grandes entreprises. Mais aussi, plus subtilement, leur capacité à influencer tous les grands réseaux. Ne jamais critiquer une société pharmaceutique à cause des fonds qu'elle verse à ces entreprises. Johnson et Pfizer vont dans la catégorie B, une autre entreprise quasi-médicale est Apple, et ils vont évidemment dans la catégorie S. Ils ont 76 milliards en liquidités, juste posés sur le côté. Ils vendent le produit grand public le plus réussi de tous les temps. L'iPhone, donc rien que pour ça, un succès énorme. Ils peuvent même influencer le Parti communiste chinois. Vous avez remarqué que j'ai cité beaucoup d'entreprises ici. La plupart des entreprises ne peuvent pas faire ça. Alphabet, Facebook. Les entreprises de niveau S les plus élevées sont virées, murées, en Chine. Alors qu'Apple possède d'énormes chaînes d'approvisionnement là-bas, embauche des dizaines, voire des centaines de milliers de Chinois à travers elles et leurs entreprises sous-traitantes. C'est extrêmement significatif sur le plan économique. Deux autres démonstrations de leur pouvoir. Google leur verse 20 milliards par an pour avoir le droit d'être le moteur de recherche par défaut sur un iPhone. Certains disent OpenAI a été intégré à Apple Intelligence avec leur annonce intelligence artificielle, devenant selon eux un simple outil pour Apple. Ils sont basiques, ils n'ont même pas été mentionnés lors de l'événement et ils ne sont qu'un simple ajout à ce qui finira par devenir ceci. Comme une bibliothèque d'interface de programmation d'applications où tu peux choisir genre je veux, tu sais, ChatGPT,
ou Gemini, ou Claude, ou une autre intelligence artificielle, et tu sais, qui va prendre une part de ce que tu finis par payer à Apple. Ils vont prendre une commission de 30 rien que parce que tu passes par un appareil Apple pour l'acheter. Ils resteront l'une des entreprises banques les plus puissantes et durables au monde. À l'autre extrémité, il y a Reliance Industries. C'est comme Tata, une des plus grandes entreprises indiennes. Ils ont mis en place le réseau Jio, qui est le réseau de télécommunications sur lequel pratiquement tous les téléphones portables en Inde reposent. Ils dominent le secteur local comme première entreprise de raffinage de pétrole et possèdent diverses activités connexes, typiques des grands conglomérats indiens. Nous les classons donc au niveau D. De même, l'économie indienne n'est tout simplement pas aussi grande que celle de toutes ces entreprises de médias numériques comme Google ou Facebook. Les oracles du monde veulent essayer de s'implanter en Inde. C'est à travers Jio et Reliance qu'ils doivent naviguer dans l'économie indienne. Donc ils ont ce levier de négociation face à ces grands acteurs puissants que la plupart des entreprises n'ont pas forcément. Vous vous demandez si nous ajouterons de nombreuses entreprises chinoises à cette liste. Nous allons commencer. Tencent, que nous plaçons dans la catégorie B, est l'une des entreprises que nous allons inclure dans cette liste. Maintenant, il est important pour moi d'expliquer pourquoi les entreprises publiques ne figurent pas sur cette liste. Elles dominent pourquoi le monde des réseaux sociaux chinois ainsi que le secteur du jeu vidéo, aussi bien en Chine qu'à l'étranger. Ils détiennent 40% d'Epic Games, créateurs de Fortnite, et 12% de Snap. Ils détiennent Riot Games, propriétaire de League of Legends. Ils ont un verrouillage massif de l'écosystème, et ils possèdent WeChat, qui est le vecteur par lequel la propagande et la censure du Parti communiste chinois influencent les Chinois à l'étranger. Il y a énormément de pouvoir là-bas. Le Parti communiste chinois agit via eux, très influent auprès des grandes entreprises chinoises, mais dans une direction différente. Nous avons Lockheed Martin ensuite. C'est la plus grande entreprise de défense au monde. Ils fabriquent des choses comme le chasseur F-35, le SR-60 et 11 Blackbird et toutes sortes d'autres systèmes militaires vraiment coûteux. Ce n'est pas juste la plus grande entreprise de défense mondiale. Mais ils comptent parmi les principaux sous-traitants du gouvernement américain, notamment du département de la Défense. C'est très influent quand leur matériel est envoyé sur un champ de bataille, comme en Ukraine, en Israël ou potentiellement ailleurs dans l'hémisphère oriental. Nous savons qu'il y aura des avions Lockheed Martin sur les porte-avions japonais. Donc, quand on pense à cela et au niveau d'importance stratégique pour d'énormes gouvernements et à leur capacité à fixer le prix qu'ils veulent. Lockheed Martin, avec plus de 60 milliards de revenus, correspond à ce profil et est classé en catégorie C. Boeing devrait être dans une situation semblable, mais leur gestion a été très mauvaise. Je veux dire, vous savez, on voit ces avions tomber du ciel, avoir différents problèmes de fabrication, et la concurrence augmente. Donc, vous avez Lockheed, vous avez Airbus, vous avez SpaceX, vous avez Embraer, et toute cette concurrence fait que Boeing se retrouve simplement au niveau E. Il reste vraiment important parce qu'ils vendent tellement d'avions, mais c'est clairement l'une des entreprises en déclin, qui pourrait potentiellement quitter ce classement à un moment donné dans le futur. Nous allons placer Bloomberg au niveau D de la même manière que certaines de ces autres entreprises médiatiques, extrêmement influentes dans le monde de la finance, à la fois grâce à leurs terminaux et à leur entité médiatique. Et uniquement contrôlées par Michael Bloomberg. Donc elles possèdent la même agilité, mobilité, capacité à conclure des accords et capacité d'influence que News Corporation et Rupert Murdoch, ce qui nous amène à Amazon. C'est probablement le plus difficile pour moi à situer. Parce qu'en résumé, en y pensant rapidement, on se dit « Eh bien, Amazon est énorme, tout comme Google, Facebook ou Apple, donc on les met dans le même panier de sociétés technologiques. » Bien sûr, ils sont en catégorie S, mais c'est difficile pour moi parce que leur activité principale, c'est le commerce en ligne. Et il y a énormément de commerce en ligne sur Amazon. Et tu adores le fait qu'ils proposent la livraison en un jour et tout ça. Si tu dois acheter quelque chose sur Shopify, tu t'en fiches un peu, non? Et si tu habites près d'un Target, d'un Walmart ou d'un autre magasin du genre, tu t'en fiches un peu, il te fiche un peu. Y aller pour obtenir ce dont tu as besoin n'est pas toujours pratique, mais parfois ça l'est. Et puis tu regardes leur activité de cloud computing, Amazon Web Services, et de la même manière, il y a Microsoft Azure, il y a Google Cloud, il y a Oracle. Il existe des alternatives. Ils ont des contrats majeurs, 10 milliards avec la National Security Agency et d'autres avec le département de la Défense, la CIA et la Marine. Ils comptent de 15 millions d'employés et ont démontré leur puissance en lançant la recherche du deuxième siège social. Savez-vous où sera le prochain grand siège social d'Amazon ? Finalement, il n'y en a pas eu.
Ils ont simplement obtenu tout un tas d'exonérations fiscales de la part de toutes ces municipalités locales, donc il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Mais je n'arrive tout simplement pas à les mettre dans cette même catégorie S. Je ne vois pas ce vecteur unique de pouvoir de la même manière. On ne peut pas obliger la National Security Agency à agir selon nos souhaits juste parce qu'ils ont construit leur centre de données. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas ce même degré de pouvoir là-bas. Mais je peux me tromper, peut-être que je vois ça de la mauvaise façon. Dites-le moi en commentaire. Je place Amazon et Walmart en catégorie A, pas S. C'est le plus grand détaillant du monde, c'est la plus grande entreprise en termes de chiffre d'affaires et de produits intérieurs bruts aux États-Unis. Ils ont 21 millions d'employés de plus qu'Amazon. Et cela signifie qu'ils ont une influence énorme sur la chaîne d'approvisionnement parce qu'ils s'approvisionnent directement pour tout ce qu'ils possèdent. Ils ont des produits qui ont de tiers en ligne, mais ils ont d'énormes relations directes avec les agriculteurs, avec les plus grands, comme Coca-Cola et Nestlé, et toutes ces différentes entreprises. Ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de ces fournisseurs. En raison de leur taille et de leur envergure, Nike est au niveau E, ils ont une portée énorme, une grande notoriété et une forte affinité avec la marque. Si vous portiez Adidas, cela n'aurait pas d'importance. ByteDance est au niveau C, probablement aussi en déclin. TikTok, leur principale application sociale en Occident, a été bloquée en Inde. Ils doivent céder de force dans l'année aux États-Unis. Cela prouve qu'ils ne peuvent pas influencer la plupart des autres pays dans lesquels ils souhaitent opérer, et dans le contexte de la Chine, ils sont incroyablement limités. Microsoft est au niveau S, c'est la plus grande société de logiciels pour les grandes entreprises. Ils ont l'informatique en nuage et la Xbox, l'une des plus grandes consoles de jeux. Ils ont un labo intelligence artificielle en Chine, détiennent la majorité d'OpenAI et sont actifs dans de nombreux domaines. Quant à l'influence sur le fonctionnement de ces grandes entreprises, lorsqu'on veut leur vendre plus, elles achètent souvent ces produits supplémentaires. Tout est là à disposition, alors merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cela intéressant, ou si vous pensez qu'il y a des entreprises que j'ai oubliées, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.